moi, j'essaye de décloisonner ça parce que la vie, c'est le positif, quoi. La vie, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'on sait pas faire. C'est ce qu'on sait faire qui est enrichissant. Jean-Claude Petit, conseiller technique de rugby, 3 enfants, voilà. Signe particulier différent, neuroatypique, dyspraxique, TDAH, ambassadeur 10 sur la région Grand Est, conférencier neuroatypique, voilà, pas grand-chose, en couple et habitant Épernay. Parce que c'était un défi vis-à-vis de moi-même pour aller vers les autres. Voilà, pour expliquer aussi que notre différence est une chance et pour parler positivement de notre différence. C'est-à-dire que quand Jolie m'a sollicité par rapport au fait de devenir ambassadeur, la vraie chose qui m'intéressait, c'était de parler de notre différence et d'essayer de montrer que c'est une chance. Parce qu'on garde toujours le prisme du handicap par le négatif. Et moi, j'aimerais qu'on inverse un peu la pyramide et qu'on regarde ce qu'on sait faire plutôt que ce que l'on ne sait pas faire. Le diagnostic, il est arrivé parce que mon fils a été reconnu dyspraxique à l'âge de quand il est passé en 6e. Et il a fait pas mal de tests, et dans les tests qu'il a fait, je me suis beaucoup reconnu, et j'étais pas du tout informé de... Alors si, j'avais entendu parler de la dyslexie et des choses comme ça, mais voilà. Et donc je me suis fait tester, et à partir de là, j'ai été reconnu comme personne dyspraxique, même s'il y avait des signaux qui étaient forts. Par exemple, comme j'étais dans la période sur laquelle j'étais fraiseur mouliste, j'avais fait un moule à l'envers, voilà. Mais je m'étais pas posé de questions plus loin que ça, hein, voilà. Et donc voilà, donc j'avais légué ça à mon fils, et derrière, je me suis posé les questions, les bonnes questions pour savoir, il y a quelque chose qui tourne peut-être pas rond, et encore, c'est même pas tourner rond. Je dirais que c'est plutôt quelque chose qui fonctionne différemment que chez les autres, quoi. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai été reconnu dyspraxique à 43 ans. Voilà. Et parcours de soins, je dirais, le premier parcours, ça a été... j'ai fait un peu d'ergo, j'ai fait un peu d'orthophoniste, mais bon, ça m'a jamais apporté vraiment. Par contre, psychologue, voilà, j'ai fait 3 ans et demi de psychologue, et le deuxième parcours de soins, ça a été l'écriture du livre Différence, qui a été pour moi une façon d'expliquer, d'exprimer comment je fonctionnais. Et ça a été un vrai bonheur de faire de l'écrit-touche, parce que j'écris pas avec les mains, j'écris avec l'ordinateur. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que le diagnostic a changé pour moi? La première chose, le refus du statut handicapé. Parce que, voilà, moi le fait de mettre déjà le mot handicapé, ça nous mettait dans une cloison sur laquelle moi je n'ai pas forcément envie de rentrer. Et c'était de dire que j'ai un fonctionnement différent, j'ai une pensée différente, mais c'est pas forcément un handicap, c'est plutôt une force, parce que maintenant je le considère comme une force. Et donc voilà. Donc ce que ça a changé pour moi, c'était de mettre des mots sur ce que mais sur des choses
comment dire, qui était pas forcément un problème pour moi, qui était plus un problème pour les autres, je dirais, quelque part. Donc voilà. Et ce qui a changé vraiment sur le fond, c'est de dire que maintenant je me comprends. Je me comprends mieux dans mon fonctionnement, je me comprends mieux dans les choses que je peux faire, et que c'est de dire aux gens, si vous ne me comprenez pas, c'est pas grave, ça me pose pas de problème, mais au moins respecter comment je fonctionne, parce que on veut toujours mettre des mots sur des choses. Moi, je sais qu'il y a des choses que je fais que je suis incapable d'expliquer. Voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est comme ça. Et donc voilà. Et ça m'a libéré certainement de beaucoup de choses que je ne comprenais pas, ou qui étaient peut-être enfermées en moi, je dirais, quelque part, quoi. Alors, sur ma vie affective et relationnelle. Sur ma vie affective, je dirais que de plus en plus, j'arrive à m'entourer, même dans ma vie affective, de personnes qui sont à l'écoute, qui me prennent comme je suis, de plus en plus. Pendant longtemps, j'ai eu des personnes toxiques autour de moi, et donc voilà. Et là, je pense que la psychologie m'a aidé justement à mieux cerner les personnes et tout, surtout sur la vie affective. Sur le reste, après, c'est moins important, mais sur la vie affective, c'est important. Il y a aussi cette dopamine, cette gestion de la dopamine qui reste quand même un peu compliquée, et on est toujours dans cette notion de plaisir permanent et tout, donc faut arriver à équilibrer ça, et c'est pas toujours facile, mais parce que on a toujours tendance à emmener le plaisir vers l'autre, emmener le plaisir pour l'autre, et en s'oubliant soi-même, quoi. Et c'est là où j'essaye de travailler en disant, oui, mais moi aussi j'existe dans ces notions-là, quoi. Voilà. Et dans la relation avec des autres, dans la capacité à interagir avec les autres, c'est fantastique parce que je me régale. Objectivement, je travaille avec beaucoup de gens dans mon métier de conseiller technique de club et tout. Et maintenant, j'explique la réalité de ma différence. Donc voilà, difficulté pour lire, pour écrire, que j'oublie, que voilà, et que l'interaction avec les autres, elle est hyper bonne, quoi. J'ai très peu de retours maintenant négatifs par rapport aux personnes sur tu sais pas faire ça, tu sais pas. Voilà. Non, je suis plutôt même leader sur les choses, plutôt un peu manager sur les choses et tout. Et oui, il y aura toujours des personnes qui souligneront ça, mais comme je fonctionne beaucoup sur des idées nouvelles, je fonctionne beaucoup sur j'ai 1000 idées en permanence. Donc mais l'objectif, ces idées, c'est de les mettre en projet et tout ça. Et comme j'amène toujours des idées nouvelles, des choses comme ça, l'interaction, elle se fait super bien, et moi je me régale de ça, quoi. Elle s'est construite d'abord dans l'amour, hein, parce que c'est la priorité, hein, quand on construit des enfants et qu'on fait des enfants, et la première construction, ça a été de l'amour. Un des petits signaux quand même qui a été important, c'est quand je commençais à lire les histoires de mes enfants pour dormir, où là c'était une période qui me fait sourire maintenant, parce que j'arrivais jamais au bout des histoires. Soit je dormais avant l'enfant, quand je lisais l'histoire, ou soit je commençais la phrase et suffit que je me trompais dans une phrase et que je me rendais compte, il était impossible pour moi de pouvoir continuer à lire l'histoire.
Voilà. Et donc ça image un peu la relation qu'on pouvait avoir avec les enfants, mais ça a été une relation d'amour, de partage, voilà, d'écoute, beaucoup d'écoute. Et je suis toujours très proche de mes enfants, malgré il y en a 2 qui soient à 3000 km, parce que j'en ai un qui est au Canada et une autre, ma fille, qui est à La Réunion. Et donc voilà, quoi. Et c'est... j'ai pas forcément... le handicap, je l'ai plus su par rapport à mon fils, Langis, quand il a été reconnu dyspraxique, où ben oui, il a fallu l'aider et tout ça, mais c'est pas forcément vis-à-vis de moi, je dirais, quelque part. C'était plus pour l'accompagnement de mon fils, où ça a été des combats, où ça a été ouais, des batailles énormes, surtout quand il y a eu la période du divorce, où je me suis retrouvé seul avec mes 2 garçons, où là, il a fallu réorganiser, se faire accompagner par l'assistante sociale, se faire... Donc, voilà. C'est comment tisser son réseau. Voilà, la plus grosse difficulté, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par réseau, c'était comment tisser son réseau pour pouvoir accompagner mon fils, le fait d'avoir déménagé de La Rochelle à Épernay, tout ça, on s'est créé un autre réseau, mais c'était quel soutien je pouvais trouver pour accompagner mon gamin dans sa difficulté à l'école, dans ses difficultés d'écriture, parce que lui dit très bien. Donc voilà, quoi. Le rugby. Voilà, ça a été pour moi un élément moteur dans la capacité à être au départ plus jeune, être l'animateur des 3e mi-temps. Voilà, dans le bus, c'est moi qui emmenais les chansons, je connais une pléiade de chansons. Donc la première chose, le premier tissu social pour moi était le rugby. Après, je me suis tout de suite identifié à ce sport. Pourquoi, je sais pas, mais parce que je pense qu'il y avait beaucoup de monde. Et derrière, j'ai toujours structuré ma vie à base de réseaux, de personnes qui pouvaient m'accompagner. Alors, bien sûr, il y a eu des personnes toxiques, comme toujours, mais globalement, voilà, quoi. Et ce réseau, et je fonctionne toujours par réseau, c'est-à-dire que j'essaye toujours de me dire que on est là pour fonctionner les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est se dire, moi je rencontre telle difficulté, et dans mon réseau, je vais toujours avoir une ressource qui va venir m'accompagner. Et je vais avoir un ami qui va avoir une difficulté. Et quelle que soit la difficulté, on s'arrête pas qu'au handicap. C'est les difficultés de la vie de tous les jours. Et il va y avoir une autre personne qui va pouvoir l'accompagner. Et ce qui m'intéresse, c'est ces interactions qu'il peut y avoir pour vivre, pour faire société et vivre en société. Et je reviens sur ce côté qu'on peut avoir en France toujours négatif sur les choses. Et moi, j'essaye de décloisonner ça parce que la vie, c'est le positif, quoi. La vie, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'on sait pas faire, c'est ce qu'on sait faire qui est enrichissant. Ce qu'on sait pas faire, soit on va l'apprendre ou pas, voilà. Mais voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est dans ce que les gens savent faire. Comment m'enrichir de ça et comment nous enrichir de ça, parce que ça ne s'arrête pas qu'à moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que on puisse, tout le monde puisse profiter de la richesse de l'autre, tout simplement. Mon expérience, elle a rien d'exceptionnel, voilà, elle est riche dans le partage, je pense. Et je reviens sur... il y a 2 choses qui sont pour moi... c'est vraiment un combat. La dernière conférence, c'est là-dessus, et j'ai été
énormément applaudi par rapport à ça. C'est la première chose, c'est avancer positivement sur la lecture du handicap. Voilà. Qu'on arrête de dire ben oui, lui il sait pas faire ça, lui il sait pas faire ci, lui il sait pas faire ça. Moi je suis désolé, hein, quand je vois Catherine ce matin, ben c'est parce que Catherine elle est dans son fauteuil roulant qu'il y a des domotiques partout. C'est une vraie réalité parce que c'est parti par rapport au monde du handicap, la domotique, c'est pas parti par rapport aux personnes qui vont bien. Voilà quoi. Et je dis Catherine, mais j'aurais pu dire c'est Amélie, je crois. Mais voilà. Et c'est ça ce qui est porteur, c'est cette valeur ajoutée. Et moi, je sais que j'ai deux combats. C'est un, le côté positif de la personne, de ce que l'on est. Le deuxième, c'est la pensée différente. C'est-à-dire que je sais que j'ai une pensée atypique. Je sais que je fonctionne différemment et c'est comment par rapport à ce fonctionnement-là arriver à montrer que quelles que soient nos différences, on va réussir ensemble. Voilà. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Et donc, par rapport des fois, je me prends un peu le chou avec les médecins et tout ça, parce que je trouve qu'ils sont trop dans le médical et qu'on n'est pas assez dans l'humain. Et ça, c'est vraiment un reproche que je fais. C'est-à-dire qu'on nous voit plus comme des patients que comme des humains. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la richesse humaine. C'est, voilà. Bien sûr qu'il faut des médicaments pour certaines personnes. Bien sûr qu'il faut, voilà. Mais on n'est pas que ça. Et ce que je trouve dommage, et je fais cette réflexion parce qu'un jour j'ai parlé de ma difficulté. Je suis toujours dans la projection dans le temps. Je suis jamais dans le temps présent. Moi, mon cerveau, il est toujours après. Quand, voilà, c'est comme ça. C'est, je n'arrive pas à être dans le temps présent. Et un jour, j'ai passé ça à un grand neurologue. Je lui ai dit, mais monsieur, expliquez-moi. Il m'a fait, il n'y a pas de sujet. Ben, s'il n'y a pas de sujet, c'est pas grave, quoi. Il n'y a pas de sujet, quoi. Voilà. Mais moi, c'est resté quand même dans ma tête. Et par rapport à la différence, il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Les forces insoupçonnées des 10 et qui parle justement de l'humain plutôt que de partir de la problématique du handicap. Et j'ai beaucoup appris en lisant ce livre, et quand on parle de lire, moi je scanne plutôt que je lis. Et quand j'ai trouvé la réponse aux questions que je me posais, j'ai fermé le livre et je ne peux plus le rouvrir. Et je l'ai pas fini. Hein. Voilà. Mais c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que quand je vais chercher quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir, et une fois que je l'ai, hop, j'irai pas chercher plus loin, c'est le livre se referme et on passe à autre chose. Voilà. Alors, une richesse de partage, une richesse d'échange, une richesse de valorisation. J'y reviens sur ce côté, j'essaye d'être dans la positive attitude et de montrer le côté positif. Des rencontres, des belles rencontres avec tous les ambassadeurs déjà, des belles rencontres avec vous, avec Julie qui, quand elle m'en a parlé la première fois, j'ai dit il faut y aller, on fonce. Essayer de surtout parler aux enfants, parce que le monde d'adulte, on s'est tissé, on s'est tissé avec nos propres difficultés, avec notre propre fonctionnement. Là aussi, je préférais parler plutôt de fonctionnement que de difficultés. Et c'est le partager pour essayer de valoriser ces enfants-là. Je sais que de temps en temps, quand je fais des petites séances de dédicace sur le livre et tout ça, il y a des enfants qui viennent me parler de la 10, de leurs difficultés, et c'est essayer de valoriser et de montrer que rien n'est impossible, et que malgré le regard qui peuvent venir se poser sur nous et sur notre fonctionnement,
que si tu es passionné par... j'ai le souvenir d'un gamin qui sa grand-mère était inquiète. La grand-mère était inquiète parce que oui, il ne vit que par les voitures. Puis à un moment, elle me dit, mais j'ai changé de voiture quand il est venu. Il connaissait mieux la voiture que le commercial. Et ça m'a fait sourire. Je dis, voyez, déjà, premier avantage. Puis au gamin, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être designer de voitures. Je dis, c'est fantastique, tu es dans ta passion. Donc, je dis, fonce dans ta passion. Et voilà, c'est arriver à faire comprendre que oui, des fois, moi, je suis gangréné par le rugby. Ce gamin-là, peut-être qu'il est gangréné par la voiture, mais dans le rugby, maintenant, moi, je vis du rugby, quoi. Et qu'on peut vivre de notre différence, et c'est une chance, je dirais, quelque part. Parce que si on la met en avant, ça sera vraiment une chance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, en tant qu'ambassadeur, ça va être toute cette interaction qu'il pourra y avoir, mais dans le positif. Emmener les gens vers le positif, le regard positif des choses. Parce qu'on a des forces. Et c'est mettre en avant ces forces. Et c'est comme ça que je vois mon rôle d'ambassadeur. Et quel que soit le handicap, je dirais, ça ne s'arrête pas qu'à la 10. Voilà, Catherine, elle a des super handicaps. Élodie, ils ont des super handicaps par rapport à leur force à eux. Parce qu'ils vont puiser dans des choses qui sont des fois même irrationnelles par rapport à leur handicap. Et c'est peut-être là où cette richesse, il faudrait s'en servir plus plutôt que de montrer le négatif.